Comme prévu, j'ai le plaisir effectivement de recevoir Éric Danon, l'ambassadeur Éric Danon. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été, on le rappelle, en poste donc en Israël en tant qu'ambassadeur de France entre 2019 et 2023. Vous êtes parti quelques mois, vous le dites, avant le 7 octobre. Vous avez donc vu énormément de choses dans une période extrêmement cruciale. On va y revenir, mais tout d'abord, on vient d'évoquer la trajectoire, le destin, la destinée de David Ben Gurion, anciennement David Green. Est-ce qu'aujourd'hui, sa place dans le roman national israélien reste toujours la même ou est-on passé à une autre époque? Les deux. On est passé à une autre époque. Il n'empêche que ce père fondateur est toujours évoqué. Et pour beaucoup d'Israéliens, ce type de personnalité manque aujourd'hui en Israël parce que c'est un homme qui était fascinant à la fois par son charisme, par sa vision des choses et par son intégrité. Aujourd'hui, il y a je pense, chez beaucoup d'Israéliens, une demande forte de personnalités qui, de près ou de loin, s'approcheraient de ce type de caractère. Alors, une sorte de Ben Gurion nostalgie, hein, vous êtes en train de nous expliquer, mais on a le sentiment que justement, l'actuel Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a lui voulu récupérer au moins par la longévité, voire battre le record, de présence donc à la tête du gouvernement, et bien de récupérer quelque part ce statut Ben Gurioniste, on va dire, en étant une sorte de deuxième fondateur de l'État d'Israël. Est-ce que on peut comprendre aussi le positionnement de Netanyahou de cette manière-là? Oui, on peut le comprendre. D'abord, je me souviens effectivement du jour où il a battu le record de la longévité. Il avait comme on dit, marquer le coup, entre guillemets, dans les médias. Mais ensuite, c'est normal que, après tout, tout chef d'État ou de gouvernement en Israël se réclame de Ben Gurion et des pères fondateurs. Simplement, Netanyahou, il se réclame aussi d'autres personnalités, à commencer bien sûr par Jabotinsky. Et donc, on voit que... Le père de la droite israélienne, le père de la droite israélienne qui finalement a donné le Likoud et qui était... quelque part politiquement l'ennemi juré de Ben Gurion. Et donc, il y a là un syncrétisme presque, j'allais dire. Netanyahou est une synthèse politique forte du passé d'Israël et de ses grands hommes. 77 ans pour un pays, quand on connaît les âges des pays desquels on vient, ne serait-ce que parler de la France, c'est un âge d'enfant pour une communauté humaine, pour un pays. On en est vraiment au tout début de l'histoire de l'État d'Israël, en fait. Oui, tout à fait. De l'État d'Israël, oui. De la question du peuple juif sur cette terre, c'est plus compliqué. On peut dire que le pays a 3000 ans. Mais en tant que pays, au sens moderne du terme, oui, c'est un pays très jeune, d'où le fait qu'il y a encore des gens de par le monde qui contestent sa légitimité. Chose qui n'arrive pas lorsque, je veux dire, vous n'allez pas remettre en cause la légitimité de la France ou de la Grande-Bretagne, parce que ce sont des très anciens pays. Là, vous avez encore des gens qui remettent en cause la légitimité d'Israël. Donc, vous voyez que c'est effectivement encore des questions de jeunesse, pourrait-on dire. On va revenir bien sûr sur ces questions de légitimité et la place qu'occupe l'Israël d'aujourd'hui dans la région, voire également dans les nations. Mais si on reste encore sur cette société israélienne qui, au fond, est travaillée aussi par divers traumatismes, comme on a l'habitude de dire, depuis jalonnée par les guerres, notamment celle de 73, puis une sorte de, comment dirais-je, d'épreuve collective avec l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995. Aujourd'hui, donc, les événements et le massacre de 2023 à Gaza. Comment peut-elle tenir avec autant de tensions qui viennent en permanence peser sur le corps social? Quelle est la capacité à pouvoir justement fonctionner et avoir un véritable pacte social aujourd'hui en Israël? Ça, fait partie des miracles d'Israël. C'est-à-dire que vous avez, comme on dit, pour aller vite,
une résilience d'une part du peuple juif, Une résilience ou une fuite en avant des Israéliens. Non, il y a une vraie résilience. C'est un pays qui naît dans la guerre, qui a eu des périodes de moindre tension, mais qui se vit comme étant un pays en guerre depuis sa création. Donc, ça forge à la fois une mentalité, une force et des faiblesses. Bon, on verra bien. Moi, comment ça se poursuivra. Vous avez parlé de traumatisme. Oui, il y en a eu à chaque fois. Et je veux dire, la mort de Rabin a été un traumatisme très fort. Évidemment, d'abord parce que le Premier ministre avait été assassiné, mais surtout parce qu'il a été assassiné par un juif. C'est ça le traumatisme clé. Ça voulait bien dire... Et ça nous ramène à cette fameuse histoire du peuple juif où on dit que le temple avait été détruit parce que la haine fratricide avait été la plus forte. Et donc, il y a là quelque chose qui travaille dans l'histoire juive et la mystique juive des éléments très anciens et très profonds. Après, vous avez le traumatisme du 7 octobre. Il y en a eu d'autres avant, mais enfin, celui-là est particulièrement marquant parce que il est triple, pourrait-on dire. Vous avez un traumatisme lié au fait que justement le Hamas est rentré en Israël et a commis le massacre qu'il a commis, ce qui a mis en cause une des fonctions essentielles même de ce pays. Israël a été créé pour plein de raisons, mais aussi pour que ce type d'événement n'arrive plus. Et à partir du moment où il arrive, il y a remise en cause de cette fonction protectrice d'Israël. Deuxième traumatisme, qui a été très fort, c'est la vision de la jouissance des terroristes à tuer des juifs, et à les tuer de cette manière-là, aussi barbare. Et puis vous avez un troisième traumatisme qui est fort, mais auquel les anciens étaient, enfin, qui était connu des anciens, mais qui était nouveau pour les jeunes. C'est la montée de l'antisémitisme dans le monde, l'explosion de l'antisémitisme, c'est totalement traumatisant pour beaucoup de personnes, à juste titre. Donc, vous voyez qu'on est dans l'histoire d'Israël en permanence dans un système traumatique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la génération des fondateurs de l'État d'Israël autour de Ben Gurion voulait justement rompre avec ce passé traumatique de l'histoire juive, créer le nouvel homme hébreu, moderne, qui se bat, qui monte à cheval, qui lutte, qui développe la terre, qui crée une classe ouvrière, crée une société. Toute cette rupture-là que proposait le sionisme politique a été battue en brèche par le retour de l'histoire juive de l'antisémitisme éternel. C'est ça aussi le télescopage. Mais quand Ben Gurion développe le projet à la fois national, c'est-à-dire avoir un pays, une terre, et avoir un homme nouveau, un juif nouveau, évidemment, il n'est pas du tout dans... grâce à cela, l'antisémitisme va disparaître. Il sait très bien que l'antisémitisme, ça revient toujours. Et c'est justement parce que ça revient toujours qu'il a son projet, depuis qu'il est tout petit en Pologne. Donc, non, il faut partir du fait que pour des raisons 1000 fois expliquées, travaillées, l'antisémitisme, ça revient toujours dans le monde. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors, on peut dire, mais non, on va se battre contre... Oui, il faut en permanence se battre contre l'antisémitisme. C'est une maladie virale qui revient régulièrement, cycliquement. Cycliquement, le juif provoque un type de réaction de rejet et de haine à partir de ce qu'il est, de ce qu'il représente et de ce qu'il fait. Voilà, c'est comme ça. La création de l'État d'Israël, justement, vient peut-être mettre une distance avec ce cycle historique que vous décrivez, que vous identifiez avec l'antisémitisme. De ce point de vue-là, il y a la volonté, effectivement, de créer une nouvelle société, mais avec peut-être aussi, et on le voit à l'époque de David Ben Gurion, justement, un problème de compréhension à l'égard de ceux qui ont subi l'antisémitisme. Il y a un problème de... on le sait, dans les premières années de l'État d'Israël, un problème de relation entre les rescapés de la Shoah et les Israéliens. Quand les rescapés de la Shoah arrivent en Israël, ils sont mal reçus, ils sont mal considérés. On considère même qu'ils ne se sont pas assez bien battus. Il faut attendre le ghetto de Varsovie, enfin l'historiographie du ghetto de Varsovie pour recréer un nouveau récit
dans la société israélienne à l'égard de la Shoah. Là aussi, c'était une forme de, on va dire, d'incompréhension de ces nouveaux Israéliens qui ne veulent plus avoir maille à partir, on va dire, ou avoir une relation avec les Juifs d'avant. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, en fait, les éléments de légitimité d'Israël, donc de construction d'Israël, sont multiples. Vous en avez trois principaux. D'abord, le livre lui-même, c'est-à-dire la terre promise. Ensuite, vous avez l'antisémitisme et sa forme ultime qui est la Shoah. Et puis, vous avez aussi toute la construction au XXe siècle des Nations Unies, les résolutions des Nations Unies, etc., qui sont aussi un élément de la légitimité d'Israël. Et vous devez, rien que ces trois éléments, vous devez toujours les garder ensemble. Lorsque certains vous disent, s'il n'y avait pas eu la Shoah, il y aurait quand même eu Israël, ils perdent un élément essentiel. Lorsqu'on dit, oui, mais s'il n'y avait pas le livre, de toute façon, l'antisémitisme est tel qu'il faudrait Israël. Non, on perd aussi. Il faut garder la complexité de la légitimité d'Israël. Et si on perd cette complexité dans, je sais pas, une forme de militantisme, eh bien, on passe un peu à côté de l'histoire. Voilà. Après, on peut rentrer un petit peu dans les détails. Par rapport à Ben Gourion, bien entendu. Ben Gourion, pour lui, il dit qu'il a l'idée qu'il faut un pays ou une terre de Sion dès son enfance. Il dit même à 3 ans qu'il était sioniste, et à 12 ans, il monte dans son école en Pologne, une espèce de petite association des jeunes, et il raconte plus tard que tous les juifs de son village n'avaient qu'une envie, c'était de partir en terre de Sion. C'est une motivation. Et à partir de là, il ne va cesser de prôner le départ vers cette terre. Dès la déclaration Balfour, qui évidemment le satisfait beaucoup, donc dès 19, il commence à faire, j'allais dire, une campagne pour qu'un maximum de juifs européens, évidemment, dans son entourage, s'appuyant sur la déclaration Balfour, partent. Ce sera le deuxième Yishuv. Certains disent le premier, mais en réalité, c'est le deuxième. Il y avait eu des départs avant. Et puis, ça va monter en puissance avec le nazisme en Allemagne, les pogroms en Union soviétique. Tout ça va ajouter du monde. Mais dès le début, Ben Gourion considère que là, il y aura une bataille avec les Arabes, et donc il n'écrit pas le roman national comme on a eu tendance à le réécrire après, c'est-à-dire il n'y avait personne, on est venu, la terre sans peuple pour un peuple sans terre, etc. Non, ça c'est des slogans, mais qui ont compté, hein, bien entendu, dans l'histoire. Ben Gourion dit dès le début qu'il y aura des problèmes avec les Arabes et qu'il faudra en permanence, malheureusement, se battre parce que ce qui est important, c'est d'avoir un pays. Après, il va le faire et il va négocier. C'est un homme pragmatique qui va se débrouiller le plus possible avec les Anglais, qui dira toujours donnez-nous quelque chose, on va en faire quelque chose. C'est pas un expansionniste. Il a tendance à se contenter de ce qu'on lui donne, tout en disant qu'il aurait voulu plus en termes de terre. En cela, il va s'opposer à Jabotinsky, qui dès le début, s'appuyant notamment sur la conférence de San Remo, va réclamer l'entièreté, évidemment, de la Palestine mandataire, une fois enlevée la Jordanie dans la fameuse histoire. Voilà. Alors, il pose également au moment où vous évoquez effectivement la Seconde Guerre mondiale, à la fois il faut lutter contre les nazis qui ont leur projet funeste, et en même temps il faut lutter contre les alliés des nazis, c'est-à-dire ceux qui restreignent, les Britanniques qui restreignent l'immigration des Juifs sur la Palestine. Bien sûr, il est profondément... C'est la gouvernance impossible. Oui, il est profondément déçu, bien entendu, de la décision britannique juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le problème, c'est après, c'est que, en fait, il voit bien
avec la Shoah que euh, la Palestine ou le pays qu'il souhaite ne pourra pas accueillir 3,5 millions de personnes comme ça. Et donc il demande et il insiste beaucoup auprès des Britanniques pour que les Britanniques prolongent le mandat. C'est assez peu connu, mais il y a des lettres de Ben Gourion qui sont très fortes pour dire aux Anglais, non mais nous, on veut prendre ce territoire et bâtir un vrai pays, mais s'il vous plaît, gardez encore le mandat le temps que nous soyons prêts. Et les Britanniques vont refuser parce que eux, ils sont dans l'incapacité de gérer la guerre civile, parce qu'il y a une vraie guerre civile juste après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'en 1947. Après, il y aura une vraie guerre tout court. Mais il y a une guerre civile et Ben Gourion, en fait, craint qu'il n'ait pas les capacités à accueillir tout le monde, et y compris les rescapés de la Shoah, pour revenir à votre question initiale, qui ont été plus ou moins bien reçus. Ça dépend des moments, ça dépend des convois, ça dépend des bateaux. En tout cas, ça se passe très mal avec les Britanniques quant à cet accueil. Mmh. Et puis arrivera, mais plus tard, la question des Juifs du Maghreb, notamment, et des séfarades. Et là, Ben Gourion, c'est pas dans sa sphère intellectuelle de l'époque. Donc, il les accueillera presque, enfin, de façon très, très dure. Donc, lui, il très cynique également. Il fallait de la main-d'œuvre. Il fallait la main-d'œuvre, il fallait construire les maisons, les kibboutz, les usines. Les séfarades, c'est la notamment main-d'œuvre du Maroc, pour mais aussi d'Algérie, de Tunisie, etc., seront mal reçus par Ben Gourion. Il est dans son idée, il trace sa route, Ben Gourion, en permanence. Il a son idée et c'est un pragmatique. Lorsqu'il voit que ça va être trop difficile, il demande, en l'occurrence, aux Britanniques de prolonger le mandat, comme il demandera des armes, comme il demandera des choses, à la fois aux États-Unis, à la France, à l'époque, beaucoup à la France, et parce qu'avec les Britanniques, finalement, ça se passe mal. Mais son acte inouï, pourrait-on dire, c'est d'accepter le partage de novembre 47. Et comme ça, mi-mai, enfin 14 mai 48, il décide, je pense qu'il avait pris la décision avant, de déclarer la naissance de l'État d'Israël. Et ça, c'est quand même ce qui fait qu'il est réellement le père de la nation. Voilà, même s'il y avait plein d'autres gens en même temps avec lui, etc. Ah oui, c'est une cérémonie, on en a parlé, sûr, qui effectivement rassemblait l'ensemble de l'establishment. Cette détermination et cette capacité et cette vision-là à l'époque. Il pose effectivement cet acte politique, on l'a dit, 32 minutes de déclaration pour 2000 ans d'espoir. Et immédiatement après, dès que les Britanniques ont quitté la Palestine, la guerre éclate, les pays arabes envahissent ce tout nouvel État d'Israël. La guerre de l'indépendance va commencer. On l'a dit, c'est la plus cruelle, la plus sanglante, la plus lourde en termes de victimes militaires et civiles. Aujourd'hui, on a tendance aussi à dire, au fond, la guerre que l'on vit contre et que l'on mène contre le Hamas après le 7 octobre, c'est une nouvelle guerre pour l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que c'est justifié de créer cette comparaison ? Oui et non. D'abord, j'aime pas, moi, personnellement, monsieur personnel, qu'on fasse la comparaison. Parce que, justement, la guerre d'indépendance, c'est la création d'Israël. Or là, Israël existe, il n'a pas à être recréé. Donc je n'aime pas l'idée d'une nouvelle guerre d'indépendance. Il y a cependant des éléments, une forme de nouveauté. Nouveauté qui fait que je n'aime pas d'ailleurs qu'on dise que le 7 octobre est un pogrom. Alors, pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que le terme est vraiment régulièrement utilisé. Absolument. Vous aurez remarqué que le président de la République ne l'a jamais utilisé. On va dire que c'est un peu grâce à vos conseils précieux, c'est ça ? Je n'ai rien dit. On va dévoiler ? Non. Non, c'est une affaire toujours collective. Mais si vous dites que c'est un pogrom, au fond, vous accréditez l'idée que, comme à l'époque des pogroms, les Juifs sont une minorité à l'intérieur d'un pays ou d'une entité plus grande. Les pogroms en Allemagne, en Pologne,
en Russie, c'est une minorité juive qui est d'un coup attaquée violemment, avec une violence extrême, par la population majoritaire. Sauf que là, en Israël, c'est les juifs qui sont majoritaires, c'est pas un pogrom. Donc c'est une attaque contre un pays qui est évidemment Israël. Et donc c'est beaucoup plus une Et razzia, ça, comme en le revanche, dit. c'est ce que n'a pas dit le président de la République. C'est autre chose. C'est ce que n'a pas dit, c'est ce qu'a dit, pardon, Gilles Kepel. J'aime assez cette qualification de razzia. À partir du De moment... razzia pogromiste, dit-il Oui, également, pogromiste, précisément. parce que dans la forme, bien sûr, ça ressemble à un pogrom, mais politiquement, ça n'en est pas un. Si vous dites que c'est un pogrom, c'est comme si soit Israël n'avait pas existé en tant que pays, soit que vous replacez Israël dans l'histoire longue des Juifs, ce qui n'est pas absurde pour le coup, mais ce qui est, à mon avis, dangereux en termes de compréhension de ce qui s'est passé. L'autre différence clé, c'est que 48-49, bien sûr, ce sont des Arabes qui n'acceptent pas que les Juifs aient un territoire dans ce qu'ils pensent être une terre d'islam. Donc il y a une dimension religieuse, mais fondamentalement, le problème est un problème nationaliste, un problème national, de nation. Là, vous avez quelque chose qui est important. L'attaque par le Hamas, c'est une attaque qui est portée par un extrême religieux, pas par des nationalistes, par des religieux, donc, puisque le Hamas, c'est la branche gazaoui ou palestinienne des frères musulmans. Et donc, là, l'idée, c'est de tuer un maximum de juifs. C'est eux qui sont dans une tentative génocidaire. Je parle des gens du Hamas, c'est pas le contraire. Et ça, c'est une vraie différence avec ce qui s'est passé avant. En 48, les pays arabes attaquent parce qu'ils ne veulent pas qu'un nouveau pays juif se crée dans la zone. En 2003, ce sont des religieux extrémistes islamistes, radicaux, ultra-violents, qui souhaitent tuer un maximum de juifs, mais qui n'ont absolument pas l'idée ou l'espoir que Israël disparaisse pour autant. Ça n'a rien à voir. Alors, Éric Danon, vous êtes aussi l'invité idoine pour cette émission consacrée à Ben Gurion pour la création, l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que Ben Gurion, c'est l'homme du Negev. C'est celui qui a donc créé cette fameuse université Ben Gurion du Negev qui irrigue toute la région. Le Sud. Que vous avez donc décidé, depuis que vous avez quitté votre fonction diplomatique au Quai d'Orsay, de vous impliquer très fortement dans ce projet-là. Et vous êtes d'ailleurs le président d'honneur des amis de Ben Gurion Université en France. Et également, vous rayonnez sur l'Europe. On retrouve cette fois-ci le Ben Gurion visionnaire qui devient l'homme du Negev. Oui. Comment cela arrive? Comment, dit-il, jette-t-il son dévolu sur cette région? Pourquoi le désert, pour lui, est-il source de solutions? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a le côté je bâtis sur, j'allais dire sur du sable, c'est-à-dire je bâtis sur un endroit où il n'y a vraiment rien. C'est quand même un projet fabuleux, si vous y pensez, que de vouloir créer une université au milieu de nulle part ou à peu près nulle part. Et il a cette idée, cette vision que non, le désert, c'est le lieu apte pour partir de la page blanche, pourrait-on dire, pour construire. La deuxième chose, c'est la mystique, c'est-à-dire que toute personne qui est allée dans le désert du Negev ou d'ailleurs dans le désert en général voit sa connexion au ciel, à Dieu, à tout ce que vous voulez, ou à la terre, profondément modifiée. On ne va pas dans le désert et on n'y vit pas longtemps sans être profondément, intérieurement modifié. Le désert crée en l'homme quelque chose de tout à fait particulier, spécifique et fascinant. Après, il y a l'idée que en repartant dans le Negev, il allait pouvoir travailler la terre de façon différente.
parce qu'il part de la difficulté maximale. Le désert, c'est une terre aride. Si vous voulez faire pousser quelque chose là-dedans, il faut y mettre de l'énergie, de la compétence agricole et de la compétence scientifique. Et ça lui plaît profondément. Cette idée que on va ancrer là des gens qui vont non seulement avoir cette terre pour la travailler, mais qui vont presque appartenir à cette terre, dans l'autre sens, pourrait-on dire. Et tout cela va donner de la recherche scientifique, puis progressivement une université qui va rayonner, prendre sa place et qui va intégrer les populations locales. Ben Gurion University, c'est l'université qui prend le plus d'Arabes israéliens, de Bédouins, aussi d'ailleurs des Druzes qui sont jusque-là, mais bon, surtout des Bédouins, et voilà, qui va essayer, là aussi, d'ancrer une manière de vivre ensemble, pourrait-on dire, entre les étudiants dans la région. Alors maintenant, je termine avec ça, ça a un peu changé parce que vous n'êtes pas loin des recherches nucléaires de Beersheva et de Dimona, et vous n'êtes pas loin du centre où se concentre de plus en plus en Israël la recherche, notamment militaire, en matière de cyber et de cybersécurité. Et donc ça fait un endroit ultra high-tech en plein désert. Donc c'est effectivement un endroit, une sorte de Silicon Valley israélienne qui organise à la fois, comme vous l'avez expliqué, la connaissance, la recherche, les technologies alors, Silicon militaires. Valley, il faut faire attention parce que les gens de Technion France vont m'en vouloir, parce qu'il y a d'autres endroits. Non, oui, mais c'est vrai que la réalité, c'est que il y a toute une bande qui va de Haïfa jusqu'au sud, où vous avez de la haute technologie. Je note votre recherche du consensus, mais c'est vrai que quand même, dans cette région du Negev, c'est la place et la présence de cet établissement académique qui irrigue le développement régional et l'aménagement du territoire, ce qui est quand même exceptionnel. Et ne concerne pas ce que l'on peut voir à Tel Aviv, Haïfa. Absolument, parce que d'habitude, vous avez une ville, et puis elle se développe avec ses activités, et puis les gens se disent, ah bah quand même, vu le développement de la ville, il faut qu'on crée une université. Donc ils montent la fac qui va bien. Là, c'est le contraire. Vous démarrez par l'université et vous faites une ville autour au fur et à mesure. Et un lieu absolument exceptionnel. Et pour boucler la boucle, en fait, c'est dans cet endroit d'ailleurs que se sont réunis pour la première fois, lorsqu'ils ont été signés, les pays signataires des accords d'Abraham, des pays qui partagent autour d'Israël du désert, qui partagent des destinées, qui partagent effectivement des démarches maintenant communes. Et lorsqu'on regarde un petit peu qui vient autour de la table, et on voit que la Syrie est en train de frapper à la porte des accords d'Abraham en ce moment, et que l'on se rappelle la guerre que l'on a évoquée au début de l'État d'Israël en 1948, ces mêmes pays qui envahissaient et voulaient la destruction de l'État d'Israël, aujourd'hui sont en train de dire, finalement, ce pays a non seulement la place dans la région, mais est central pour pouvoir créer une nouvelle coopération régionale. Oui, est-ce que c'est trop angélique ou ça correspond quand même à une réalité, Éric Danon? D'abord, il y a une vraie réalité avec les accords d'Abraham, il y a une réalité symbolique, et il y a après la réalité des échanges. Symboliquement, c'était fondamental. Vous aviez deux pays à l'époque, au tout début, donc les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui rompent avec la ligne de la Ligue arabe de 2002, ligne qui disait il n'y a pas de normalisation avec Israël tant qu'on n'a pas réglé la question palestinienne. Et là, vous avez deux pays qui disent on le fait quand même. Et ils vont entraîner assez vite le Soudan, c'est un accord de réadmission pas très intéressant, et surtout le Maroc. Ça, c'est le vrai changement. Donc maintenant, vous avez des pays qui coopèrent avec Israël. Il faut rappeler que, par exemple, le volume d'échanges entre les Émirats arabes unis et Israël est désormais supérieur au volume des échanges entre la France et Israël. Ceci pour vous dire que ça fonctionne. Mais évidemment, ces pays arabes, ils ont des populations, et ces populations, voyant ce qui se passe à Gaza, évidemment, elles remettent en cause la réalité de la efficacité remettre en cause, mais il n'y a pas d'opinion vraiment qui influence les gouvernements. Il n'y a pas d'influence. Et c'est un point clé. Vous devez toujours vous souvenir que c'est
3 pays, sont gouvernés par 2 émirs et un roi. Et c'est fondamental. Si vous pensez que les accords d'Abraham vont s'étendre à des pays où il y a un président élu ou un chef de gouvernement élu, eh ben, vous pouvez encore attendre longtemps. Pourquoi? Mais parce que s'ils sont élus, la foule qui les élit, pourrait-on dire, déteste Israël. Ou, bon, j'exagère un peu, vous voyez la caricature. Et contre Israël. Donc, ça ne passera jamais. En revanche, si vous avez des rois, des émirs éclairés et qui disent c'est ça la voie, et la population finira par suivre, ça change tout. Vous voyez d'ailleurs que c'est la problématique aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Aussi bien Mohammed Ben Salman, le prince héritier, que Netanyahou souhaitent un rapprochement, mais Mohammed Ben Salman, il est dans la prudence que réclame son père, le roi Salman, qui est attention quand même à l'opinion publique en Arabie Saoudite. Et de ce point de vue-là, l'évolution de la guerre à Gaza pose un vrai problème. Au tout début, Mohammed Ben Salman voulait des garanties qu'il y aurait une perspective d'un État palestinien. Maintenant, il souhaite un État palestinien pour pouvoir normaliser la relation de l'Arabie Saoudite avec Israël. Alors, Éric Danon, toute dernière question, justement, par rapport à cette fois-ci à l'avenir et à l'avenir proche. Il y a une présence, un déplacement du président américain Donald Trump dans la région du Proche-Orient qui est prévu pour mi-mai. En juin, il y a cette fameuse conférence euro-arabe organisée conjointement par la France et l'Arabie Saoudite à New York pour trouver aussi une solution. Est-ce qu'il faut s'attendre à des mouvements en ce printemps et été 2025, des mouvements importants, des annonces qui peuvent, une fois de plus, changer la donne? Alors, il peut y en avoir, mais tout ça est extrêmement fragile et à la moindre phrase de travers, le système peut s'effondrer. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est que lentement, quand même, la guerre à Gaza se termine, lentement. Donc, les guerres n'ont aucune vertu sauf une, c'est de permettre des possibilités nouvelles et des approches nouvelles et de rendre possible ce qui ne l'était pas avant. Donc, on verra bien. Il y a beaucoup de choses, d'idées qui sont sur la table pour la suite, et concernant notamment la question de la Palestine. Moi, je serais très très prudent dans la mesure où, vous savez, au bout du compte, la reconnaissance de l'État palestinien, elle se fait aux Nations Unies dans une procédure qui est très particulière. Il faut une recommandation du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale des Nations unies. Cette recommandation, elle a toujours été bloquée par le veto américain. Donc, on peut toujours parler de l'État palestinien. En réalité, la clé, elle est à Washington. Éric Danon, merci beaucoup d'être venu dans Au-delà des lignes. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.